Il faut l'entendre. De même qu'a un sens profond la déjudaïsation de toute personne qui se trouve aujourd'hui être juive par le hasard de sa naissance et qui prospère, par exemple, dans les GAFA, comme Mark Zuckerberg. Tout le monde sait que Mark Zuckerberg est juif, c'est un juif déjudaïsé, tellement déjudaïsé qu'il vient de donner un nouveau nom à Facebook qui veut dire en hébreu, il ne sait même pas la morte, Meta, Meta ça veut dire la morte en hébreu, ou morte, au féminin. Ou alors un juif qui se trouve juif par le hasard de sa naissance et qui préside un hedge fund, comme il y en a, tel Lloyd Blankfein, ou qui dirige un laboratoire pharmaceutique comme l'aprogain Albert Bourla, qui se trouve être juif grec d'origine, dont les parents d'ailleurs sont des rescapés de la Shoah. Il y a même quelqu'un qui a été sur Wikipédia jusqu'à dresser la liste de tous les juifs américains dans la finance, il y en a un certain nombre, en précisant évidemment que c'est une liste parmi d'autres listes qui recense tous les juifs américains dans des tas d'autres domaines, dans l'université, la science, la philosophie, le militantisme, l'architecture, etc. Donc c'est un truc fait par un internaute ou par des internautes américains, ça tracasse beaucoup les Américains, ce genre de choses. Eh bien ces juifs de naissance financiers qui font vitupérer de rage tous les antisémites de la planète, pour le dire clairement, sont nécessairement des juifs déjudaïsés. Parce qu'ils sont au judaïsme, qui est la religion du don et du non-argent, ce qu'un prêtre catholique pédophile est à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Leur vie et leur vice n'engagent qu'eux-mêmes, et nullement le judaïsme, ni ce que se doit d'être un juif, entre guillemets, c'est-à-dire un juif pieux, un juif fidèle au judaïsme, dont chaque instant de la vie est dicté par son rapport au texte, et non pas son rapport aux chiffres ni aux calculs, comme ces gens-là. Alors tout ça n'est pas sans rapport avec une autre polémique, très récente, en France, qui concerne les propos stupides, ineptes, il faut le dire, de Jean-Luc Mélenchon sur la judéité d'Éric Zemmour. Et il se trouve que cette polémique est survenue alors que j'avais déjà prévu de dire tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc je le rajoute, mais c'est intéressant parce que ça donne encore un autre éclairage pour démontrer ces choses-là. C'est-à-dire comment un juif déjudaïsé s'écarte nécessairement dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il dit du judaïsme. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Et c'est intéressant, y compris sur le fait que Zemmour, en ce moment, caracole en France, dans les sondages, on le sait, et qu'il n'est pas impossible qu'il devienne président de la République en 2022. Voilà. Zemmour, c'est le cas typique de ce que j'appelle un juif déjudaïsé, lui dont toutes les grossières imbécilités qu'il assène, et qu'on pourrait subsumer sous la rubrique « l'histoire pour les nuls par un nul », sont non seulement profondément contraires à l'éthique et à la foi juive traditionnelle, contrairement donc à ce qu'a énoncé bêtement et stupidement Mélenchon, mais de manière évidente issus de la sous-pensée maurassienne et barésienne la plus rance, celle-là même qui infusait déjà De Gaulle, ce que j'ai montré dans Pauvre De Gaulle, longuement et minutieusement, dans mon roman Pauvre De Gaulle paru en 2000. Voilà ce que j'écrivais dans Pauvre De Gaulle, c'était à propos de De Gaulle, mais ça s'applique évidemment sans en changer un mot aujourd'hui à un type comme Zemmour. Rien n'effrayait ce type. Plus c'était grossièrement mythique, plus son mauvais goût s'exaltait. Je parle de Gaulle dans Pauvre De Gaulle. Il se ruait sur tous les paravents de l'histoire et de la culture française. Il avait un projecteur de diapositive à la place du cerveau, 2 points, cliché sur cliché. Voilà, j'en profite pour dire encore quelques mots sur cette affaire Zemmour. Un peu plus sérieux, enfin c'est très sérieux, mais enfin un autre niveau, qui n'est au fond, cette affaire Zemmour, que la réitération de celle de Trump ou de Macron aux élections américaines et françaises. Ça fait maintenant longtemps qu'on sait que les électeurs, ceux que Debord qualifiait de morts qui croient voter, à quoi il faut ajouter à toutes les élections désormais les abstentionnistes, c'est-à-dire des morts qui croient ne pas voter, ça fait maintenant longtemps qu'on sait que les électeurs se décident au moment du choix en fonction de la couleur d'une cravate. C'est une image évidemment pour dire que plus un candidat apparaît quantitativement, au sens vraiment d'une apparition spectrale, parce que les morts qui croient voter élisent d'autres morts qui leur sont intimés par les médias.
plus il a de la chance d'être élu. Plus il apparaît quantitativement, plus il a des chances d'être élu. C'est ce qui est arrivé avec Trump en 2017, dont le moindre paix mental avait été largement reproduit, filmé, décortiqué, analysé, critiqué, insulté en boucle sur tous les médias et réseaux sociaux américains et mondiaux, tandis que les dignes interventions de Bernie Sanders étaient régulièrement, systématiquement passées sous silence par les mêmes médias. Eh bien, le cas de Trump se reproduit aujourd'hui en France, à chaque nouvelle insanité sophistique de Zemmour, de sorte qu'il est tout à fait plausible, je vous l'ai dit, qu'il se retrouve à l'Élysée dans moins d'un an, puisque son taux de présence sur les écrans, son taux d'apparition, indépendamment de ce qu'il dit, écrase pour l'instant celui de ses adversaires, de tous ses adversaires. Cela par la morbide complicité des médias de son ami Bolloré, mais aussi de ses concurrents, des concurrents de Bolloré, des médias concurrents de Bolloré, parce que tous fonctionnent selon les mêmes critères qui ont déjà fait élire Macron en tirant sur les mêmes vieilles ficelles spectaculaires. Un Macron, souvenez-vous, sans programme ni discours identifiable, au point que certains l'ont cru de gauche à l'époque, quand il faisait campagne, ou un Zemmour ouvertement maurassien et barrésien, qui a une sorte de Zemmour, une sorte de hibernatus, dont toutes les valeurs à la naphtaline semblent extirpées des années 50. Eh bien, à l'aune de l'indifférenciation spectaculaire, cela revient strictement au même. Alors, ça ne veut pas dire que le contenu xénophobe des interventions de Zemmour n'a aucune importance. Il n'est pas évidemment entièrement étranger à son succès. Mais c'est un phénomène de surface comparé à ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle l'effet Facebook, l'effet de pure apparition, qui ne s'est pas renommé, je vous l'ai dit, la morte, méta, en hébreu, pour rien. En Israël, ça fait ricaner immédiatement toute la population, parce que méta, pour eux, ils entendent le mot morte. Facebook devient la morte. Facebook, le livre des faces, littéralement, Facebook, le registre des visages, si vous voulez, c'était au départ qu'un vulgaire catalogue de photos d'étudiantes et d'étudiants, mis en ligne par quelques geeks post-pubères à l'usage de la curiosité libidinale de leurs camarades de campus. C'est comme ça que ça a commencé, Facebook. C'est-à-dire, on était vraiment dans le registre de la pure apparition spectrale. Et aujourd'hui que cette invention narcotique, Facebook, a répandu sa vacuité à la surface du globe, on sait parfaitement que le contenu n'a en soi aucune importance sémantique. Le contenu de ce qui se diffuse sur Facebook. Ce qui compte en matière d'influence, c'est le temps d'exposition de chacun à son écran. Je parle de l'influence que ça a pour amener les gens à voter pour tel ou tel. Et que Facebook devienne méta ne fait que confirmer la sentence de Bordienne, puisque méta, je vous le redis, ça signifie la morte en hébreu. Quelque chose que l'on peut, cette sentence de Bordienne sur les morts qui croient voter, qu'on peut généraliser à tous les numéricains, des morts qui croient cliquer, et des morts qui croient liker, comme on dit.